et bienvenue sur le podcast Parlons Navet. Je m'appelle Pauline et à l'heure où j'enregistre, nous sommes le 24 février 2020. Trump est toujours président des États-Unis et l'épidémie de coronavirus a atteint la Corée du Sud et l'Italie. Si je vous dis ça, c'est parce que le cinéma s'inscrit toujours dans son époque. Aujourd'hui, nous allons parler de deux films actuellement au cinéma, deux films américains, le cas Richard Jewell de Clint Eastwood et The Gentleman de Guy Ritchie. Commençons par écouter quelques secondes de la bande-annonce du premier. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Move away from the tower! You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body. Jewell fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. Mais donc, de quoi ça parle? Le cas Richard Jewell, c'est l'histoire vraie de Richard Jewell, un kidam américain de 33 ans qui vit chez sa mère et qui est passionné par les forces de l'ordre. On est en 1996 à Atlanta, les Jeux Olympiques viennent d'y commencer, le monde entier a les yeux braqués sur la ville. Richard Jewell qui a eu quelques démêlés avec ses anciens boulots et agents de sécurité dans le parc où tous les soirs se déroulent des concerts pour les JO. Notre Richard est parfois limite trop zélé, mais ce soir-là, son zèle va lui permettre de sauver un tas de gens. Il va remarquer assez tôt un sac suspect qui s'avère être une bombe artisanale, ce qui va permettre de limiter les dégâts à seulement 2 morts. Rapidement, les médias s'intéressent à celui qui a découvert la bombe. Paf, un petit quart d'heure de célébrité pour notre monsieur tout le monde. Sauf que ce gars-là, il a pas trop de chance. Rapidement, faute d'autres pistes, le FBI va le soupçonner, le type qui a découvert la bombe, bien sûr. Après tout, il a la tête de l'emploi, il est gros, il vit chez sa mère, il a une moustache, il a des armes chez lui et il adore les forces de l'ordre. Après tout, les pyromanes sont tous des wannabe pompiers, n'est-ce pas? En tout cas, c'est bien ce que pense le FBI. Voilà comment commence la descente aux enfers de Richard, qui, fort heureusement pour lui, compte parmi ses contacts un avocat plutôt doué. Voilà pour le pitch. On comprend donc rapidement que Clint Eastwood, 89 ans, bientôt 90 cette année, n'en a pas encore fini de décortiquer encore la figure du héros. Je n'ai pas vu tous les films réalisés par Clint Eastwood, notamment dans les derniers, tellement j'ai été déçu par Sully, American Sniper. À l'inverse, j'ai une forte admiration pour Mystic River, Sur la route de Madison, L'échange avec Angelina Jolie, $1 Million Baby ou encore Grand Torino. J'ai toujours trouvé Eastwood meilleur dans l'adaptation du roman que dans l'adaptation du fait réel, bien que L'échange, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire, reste une réussite. Ces dernières années, Clint explore donc la thématique de la figure héroïque avec des histoires réelles de notre vie réelle, un sujet très fort au cœur des Américains qui construisent toujours leur philosophie sur les mythes des héros et des self-made men. On va dire qu'il a su prendre le sujet sur déjà plusieurs angles assez différents, dont Invictus, on explore le phénomène de l'histoire vraie du héros plus sportif. Dans American Sniper, que je trouve atroce personnellement, on est dans l'image du héros de guerre tourmenté. Dans J. Edgar, on est dans le héros plus politique. Dans Sully, qui n'avait aucune idée de mise en scène, on est déjà dans l'image du héros déchu. Et dans 15h17 pour Paris, on est sur le cheminement qui conduit un homme à un jour devenir un héros. Et enfin, dans La Mule, que je n'ai pas vue, il semblerait qu'on soit sur le thème de l'ancien héros obligé de reprendre du service. Le cas Richard Jewell, c'est vraiment l'histoire du monsieur tout le monde qui, suite à une série de petits événements, se retrouve au cœur d'un grand événement. Pour 15 minutes de gloire, il va écoper de 3 mois de galère pour simple délit de sale gueule. Le film cherche à dénoncer beaucoup de choses, non sans quelques maladresses, en cherchant, comme c'est toujours le cas dans les films de faits réels d'Eastwood, à coller au maximum avec la réalité. C'est ce qu'on va aimer dans le film, c'est le personnage de Richard Jewell, c'est le bon gars qui, malgré ce qui lui arrive, reste droit dans ses bottes, plutôt calme, et continue malgré tout d'admirer les forces de l'ordre qui le malmènent. On va aimer le personnage de l'avocat car il est placé au même niveau que le ressenti du spectateur. On le voit être pris rapidement d'empathie pour ce gars-là, sans savoir vraiment pourquoi, être persuadé de son innocence et vouloir l'aider coûte que coûte parce que putain, c'est injuste le délit de faciès. On va aussi aimer l'ambiance milieu des années 90 aux USA qui est plutôt bien réalisée. On sent que c'est pas la même époque que maintenant, on sent que la Macarena c'est vraiment le tube de l'été à l'époque. J'ai également quelques idées de mise en scène qui me restent en tête et qui étaient bien pensées. Eastwood a cherché à capturer les nuances d'émotions sur les visages de ses personnages
comme si parfois il essayait de rentrer dans la tête de notre Richard. Ce que j'ai moins aimé, c'est le personnage de la journaliste. Elle sert à dénoncer le pouvoir parfois destructeur des médias. C'est une femme qui a réellement existé et on lui prête un caractère absolument abominable jusqu'à bien sûr qu'arrive la repentance, ce qui est fait de manière très grossière. Il en va de même pour les personnages des agents du FBI qui passent clairement pour des salauds, prêts à jeter en pâture un pauvre type juste pour qu'on ait trouvé un coupable. À déplorer également les bonnes 20 minutes de pathos final qu'on aurait pu nous éviter largement. L'une des forces du film, ce sont les acteurs. Richard Jewell est joué par Paul Walter Hauser, il ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez déjà vaguement aperçu dans Moi, Tonya avec Margot Robbie, où elle joue la patineuse Tonya Harding, ou dans le film sur le Ku Klux Klan avec Adam Driver, on le voit, c'est un des mecs du Ku Klux Klan dans le film. C'est clairement son premier grand rôle, et j'ai été très étonnée de voir qu'il a seulement 34 ans en vrai. Je leur ai donné au moins 10 de plus facile, hein. Voilà, je me suis jamais trop baladée dans l'Amérique profonde, et je viens moi-même de faire un délit de faciès, comme quoi c'est vraiment facile. Bref, il convient de signaler l'élégance et la justesse de son jeu. Sam Rockwell, qui joue l'avocat, est absolument excellent lui aussi. Il est le personnage qui va refléter la vision du spectateur sur le film et réinsuffler l'espoir dans la descente aux enfers. Il est aussi très juste et surtout assez nuancé. Lui non plus ne veut pas être le héros. Kathy Bates, qui joue la mère, a une grande scène pathétique bien campée, mais qui, pour moi, en tire un peu trop sur la corde sensible. Je me serais bien passée de cette scène-là, qui pour moi était vraiment la scène un peu de trop pour dire « Allez-y maintenant, pleurez, spectateurs !» Reste John Hamm en flic du FBI qui est ok, et Olivia Wilde en journaliste over-ambitieuse qui et c'est dû au traitement de son perso et malheureusement très caricatural. Mais alors, est-ce qu'on va le voir ce film ? Ça reste un film familial, sans grande surprise, ni scénaristique, ni au niveau de la mise en scène. Je dirais pas qu'il s'agit du grand retour de Clint Eastwood comme on a pu le lire dans les magazines sur les affiches qui essaient de vous vendre le film, mais il s'agit surtout de la belle arrivée d'un acteur avec un physique qu'on voit peu au cinéma, hein. On aurait pu prendre un jeune premier, le faire grossir et lui coller une moustache, mais bon, je préfère voir cet acteur qui au demeurant m'a vraiment convaincu, et c'est aussi l'occasion de voir à nouveau Sam Rockwell au sommet de son art. Pour finir, un commentaire halluciné pertinent sur ce film. 4 étoiles sur 5, la personne dit « Richard Jewell, ce n'est pas un chef-d'œuvre, ni même du grand cinéma, mais c'est un Clint Eastwood. » Voilà, ça résume bien le délire. Pour le deuxième film de cette émission, on reste à Hollywood avec The Gentleman, le nouveau film de gangster de Guy Ritchie. In the jungle, the only way a lion survives, not by acting like a king, by being the king. Oh. Brilliant. I've been waiting so long to be where I'm going. Oh, it's really warming up now, isn't it? Mais alors, de quoi ça parle ? Le film nous conte l'histoire fictive, cette fois évidemment, de Michael Pearson, un fantastique baron de la drogue douce à Londres, qui souhaite vendre son business pour aller couler des jours heureux ailleurs, à l'abri de la police. Son business est si lucratif et bien foutu que les autres cartels vont chercher à s'en emparer à tout prix et au moins à faire tomber les prix, parce que le bougre, il en veut quand même 400 millions pour son business, hein. Inutile de vous en dire plus pour l'intrigue, vous avez le décor. C'est Guy Ritchie qui s'est attelé à l'écriture du scénario, et ce que l'on peut affirmer, c'est qu'il a réussi à construire une très belle narration. Il va servir d'un dialogue entre deux personnages pour placer les rouages de son histoire, et ça fonctionne carrément bien. Ça s'appelle une mise en abîme. Il faut bien rester concentré parce que les premières minutes sont très riches en informations, et je vous conseille de ne pas décrocher, ce serait vraiment dommage. On va rapidement retrouver quelques gimmicks de la réalisation très nerveuse de Guy Ritchie, mais cette fois avec grand plaisir. Il utilise à outrance le chant contre chant, mais de manière pertinente. L'effet de mise en scène a réellement du sens dans la narration. Le film ne va cesser de casser son rythme, ce qui est fort agréable. On va assister à de belles mises en tension, suivies de moments qui sont plus calmes, de réflexions qui repasseront ensuite rapidement sur un enchaînement de scènes bien rythmées. Il y a un véritable travail sur le rythme, justement, qui permet de ne jamais ennuyer le spectateur, ce qui est fort intéressant. On a beau être dans un film d'action entre mafia de la drogue qui se détestent, Guy Ritchie ne va jamais utiliser la violence à outrance. Et ça aussi c'est fort appréciable, elle est juste là comme il faut, et ce n'est pas une démonstration bête et méchante de gros bras, ce dont j'avais très peur.
Je suis pas spécialiste de la filmographie de Guy Ritchie, on va se le dire tout de suite, hein. J'ai raté beaucoup de ses grands films de début de carrière et j'ai pas d'atome crochu avec ses Sherlock Holmes, et j'avais particulièrement détesté sa réinterprétation du roi Arthur, que j'avais trouvé tout bonnement horrible. Vous pouvez retrouver la critique de ce film, il me semble, sur la chaîne YouTube Perle ou Navet. Dans ce film-là aussi, on y retrouvait sa réalisation hyper dynamique et je trouvais que ça n'avait absolument pas sa place dans ce film, un costume que j'avais trouvé complètement raté. Il faut dire que The Gentleman, ça m'a un peu réconcilié avec le cinéma de Guy Ritchie, ça m'a prouvé que sa mise en scène, certes toujours travaillée, pouvait vraiment servir le propos et pouvait contribuer à raconter une histoire qu'on connaît peut-être déjà, mais sous un angle un peu différent. Guy Ritchie ne prend pas son spectateur pour un idiot, il lui sert pas un scénario trop facile et bâclé, au contraire, il sait le tenir en haleine. Bien sûr, le tout n'est pas exempt de défauts, hein, et quelques événements où on se dit « bon, ça passe ». Il ose créer une ambivalence entre les dealers de drogue douce qui sont des gentils et les dealers de drogue dure qui sont des connards sans foi ni loi, qui à mon sens est vraiment exagéré. J'en rajoute une couche en vous disant que bien sûr les méchants du film sont chinois, hein. Mais bon, il oublie de nous rappeler que tout type de trafic de drogue est à proscrire, qu'il s'agit d'une huile de bonne qualité ou de la méchante héroïne, rien ne va. Voilà, c'était un message de la prévention des drogues. J'ai aussi évité de suranalyser le seul personnage du film, hein, l'amoureuse de notre protagoniste, certes encensée pendant tout le film, mais qui n'est autre que son talon d'Achille et qui n'est autre que... une nénette, voilà, presque un faire-valoir. Bon, on va lui prêter une intelligence un peu hors du commun et vraiment une classe irrésistible, mais quand même, disons que Ritchie n'est pas très innovant sur ce point. Un point sur les acteurs maintenant. On a vraiment l'impression qu'ils s'éclatent tous et prennent vraiment leur pied à jouer dans le film. On retrouve Matthew McConaughey, encore une fois irréprochable et entièrement crédible. On va avoir aussi Colin Farrell qui fait partie du ressort un peu comique du film. Hugh Grant, que j'ai eu énormément de plaisir à avoir joué. Et Charlie Hunnam qui par rapport aux autres est peut-être un peu en dessous mais porte un personnage intéressant qui prend de l'ampleur tout au long du film. Et ça aussi c'était bien foutu. Dans le rôle donc de la seule meuf, c'est Michelle Dockery qui joue Mary dans Downton Abbey pour les fans comme moi. Son rôle, c'est d'être sexy et intelligente. Bon, ça lui va parfaitement, voilà. Je vais pas redire ce que je viens de dire sur le perso qui est pas très travaillé, mais bon, voilà. En gros, le casting est assez musclé, ça fonctionne très bien. Faut-il aller voir ce film au cinéma ? Dans son genre, qui est le thriller entre mafia, de la drogue, jeu de dupes et règlement de compte, le film est plutôt très réussi. Je dois dire que je me suis pas ennuyée une seule seconde devant, et j'étais venue avec de maigres espoirs. Disons-le. En gros, le film a dépassé mes attentes. Je l'ai trouvé intelligemment écrit, évitant certains écueils avec brio et offrant à certains acteurs une belle tribune pour leur savoir-faire, clairement. Si vous cherchez un bon polar du dimanche, avec une touche d'humour bien placée, pas trop de violence, qui ne prend pas son spectateur pour une truffe en lui offrant un truc tout facile, vous serez servi. La mise en scène est léchée, c'est bien foutu. On en redemanderait presque. Sur Allociné, les gens qui n'ont pas aimé vous diront que le film ne contient que peu d'action, aucune intrigue, mais alors que des bavarderies soporifiques, cactage de concierge et autres phraséologies inutiles. Les autres remercieront Guy Ritchie d'être enfin revenu à la raison et de refaire des bons films. Je suis d'accord avec ces derniers. Merci d'avoir suivi ce premier vrai épisode de Perle ou Navet en podcast, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à l'émission sur votre plateforme. Vous pouvez aussi me retrouver sur le podcast collectif Capteur d'écran, que je vous invite à écouter bien sûr, et retrouvez-moi sur Twitter, Facebook, Instagram @perleounavet pour réagir sur ces deux films et puis parler d'autres choses aussi. Voilà, à bientôt.